want riches, you want fame. You don't get the treasure without taking the risk. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le jeu vidéo Outlaws. Nous allons ici parler du deuxième DLC Upper's Fortune, évidemment avec spoiler. Déjà, commençons par les apparences offertes avec la mise à jour du DLC. Le premier pack est Noblesse de Naboo, avec évidemment des tenues issues de la planète Naboo, la planète dont Padmé Amidala a été reine puis sénatrice. La tenue pour Kayvess est dans un style assez similaire à certaines tenues de Padmé, et il est d'ailleurs précisé que la ceinture est une bande de cuir lustrée et fabriquée à partir de peau d'anguille du lac Paonga, le lac dans lequel plongent Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn pour rejoindre Otoh-Gunga dans la menace fantôme. Le Trailblazer, lui, est aux couleurs des chasseurs N1 en jaune avec le nez en chromé. Le nom de l'apparence est Finition Chromium Royal, Chromium étant le chrome de Star Wars tout simplement. Et pour l'anecdote, l'armure de la capitaine Phasma du Premier Ordre est en chromium, mais le chromium issu d'un des yachts Naboo de l'empereur Palpatine qui était issu de cette planète. Et enfin, l'accessoire cristal de Naboo pour le Speeder et le Trailblazer reprend le globe de la paix offert à Rugor Nass par Padmé Amidala à la fin de la bataille de Naboo, toujours dans la menace fantôme. Le second pack d'apparence de Upper's Fortune est Nomade du désert et sur le thème des Tusken, les hommes des sables de Tatooine, mais je n'ai pas plus de détails à relever dessus. En revanche, d'autres apparences sont arrivées sur le jeu avec Upper's Fortune sur le thème de la série Skeleton Crew, à commencer par la coiffure Miikienne, il s'agit de l'espèce de Nil de la série. La description trophée de jeu de balle pour le speeder parle d'un ancien jeu de cours d'école tombé en désuétude dans une grande partie de la galaxie, mais il s'agit du Slap Ball et est en réalité toujours joué sur At-Atin, ces planètes isolées du reste de la galaxie. Et ces pampis de guidon sont celles présentes sur le speeder de Nil sur At-Atin dans la série. L'histoire de Upper's Fortune se déroule à la suite de la campagne principale, mais toujours dans le même intervalle entre les films, c'est-à-dire 4 ans après la bataille de Yavin, entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi, et en plein dans les crossovers de comics War of the Bounty Hunters, Crimson Reign et Hidden Empire. Et l'intrigue se lance par un message d'Ando Ohnaka reçu par Kayvess sur le Trailblazer, mais destiné à Jet Cordo, l'ancien propriétaire du vaisseau dont on découvre l'histoire dans les caches de Jet Cordo à trouver dans le jeu de base. Ando Ohnaka est un pirate Wookiee inventé pour la série animée The Clone Wars, mais qu'on a revu à différentes époques, comme sous l'Empire Galactique dans Rebels, ou encore sous la Nouvelle République au Galaxy's Edge. On peut d'ailleurs remarquer qu'il porte une tenue très proche de celle du parc d'attractions. Ando a donc été capturé et demande de l'aide à Cordo, et c'est Kay qui va partir à sa rescousse. La première étape est de trouver une carte stellaire qui mène au grand tombeau d'Ekepi, une ancienne civilisation sur laquelle nous allons revenir. Cette carte a été cachée sur Akiva par le pirate Cornivo, et Kayvess doit aller là-bas la retrouver. Alors je ne sais pas si c'est lié au DLC en particulier, mais lorsque j'ai voyagé jusqu'à Akiva, ND5 a parlé du fait qu'il est déjà allé chercher de la contrebande dans un Exogorth, des vers géants de 900 mètres capables de vivre dans le vide spatial comme on en voit dans l'Empire contre-attaque. I once had to enter an Exogorth to retrieve some dumped contraband. That was unpleasant. Après avoir récupéré des informations sur Cornivo dans une base impériale, Kayvess se rend dans une de ses caches où elle découvre une note de Maj Abba à la fille de Cornivo indiquant que le pirate aurait survécu à sa dernière aventure. Maj Abba précise qu'il retourne sur Champala, la planète d'origine des Chagriens, comme Masameda. La quête de la carte mène Kay sur une petite île du grand bassin d'Akiva où on peut lire une note qui parle de pirates qui tentent également de localiser le trésor d'Ekepi, mais n'y arrivant pas, celui qui a écrit la note suppose qu'il aurait plus de chances de chercher At-Atin. At-Atin, comme je le disais tout à l'heure, est la planète cachée du reste de la galaxie de la série Skeleton Crew que beaucoup de pirates cherchent car elle aurait un immense trésor. Et c'est en quelque sorte vrai puisque At-Atin était une planète de la République Galactique qui crée de l'argent. Avec la carte en main, Kayvess, ND5 et Nyx se rendent alors aux coordonnées indiquées, ce qui les mène dans la nébuleuse Saima de l'espace sauvage dans le système Kepi. Il s'agit d'une nébuleuse constituée de gaz ionique qui endommage alors le Trailblazer, mais une voie semble tracée, exactement comme le Maelstrom Acadiz formé autour de la planète Kessel, comme vu dans le film Solo Star Wars Story. De plus tard dans l'aventure, la nébuleuse Saima est comparée à la nébuleuse typhonique du secteur Trax, là où est passé le Faucon Millennium pour échapper au Premier Ordre au début de l'ascension de Skywalker. Mais arrivé dans la nébuleuse Saima, le Trailblazer se fait attaquer par les casseurs de Rekana, un groupe de pirates dirigé par Stinger Tash et qui utilise des réfracteurs R93, des chasseurs capables de se déplacer sans problème dans la nébuleuse ionique. Plus tard dans l'histoire, il est possible de piloter un réfracteur R93 appelé le Cutlass, et on remarque qu'il a 3 positions, pour de l'agilité ou du combat et pour se poser.
Il fait un peu penser au chasseur B-Wing ASF-01 de l'Alliance Rebelle, mais moi il m'évoque surtout le S-161 Stinger XL comme les Stinger Mantis des jeux vidéo Jedi. Kayves parvient évidemment à s'échapper de sa cellule et tente de fuir la base des casseurs de Rokana avec Hondo Ohnaka, lui aussi retenu prisonnier. En affrontant les casseurs, on découvre une nouvelle arme apportée par le DLC, le Fusebreaker TL-40, un fusil blaster lourd équipé d'un champ de force et qui semble être un ancêtre du répétiteur lourd TL-50, un autre blaster jouable dans le jeu de base, mais qui vient lui du jeu vidéo légende Jedi Knight 2 Jedi Outcast, mais qui est surtout l'arme d'Aiden Versio de l'Escouade Inferno dans Battlefront 2. La base des Rokana est en réalité située à l'entrée du tombeau des Kepi qui recèlerait un mystérieux trésor, et il est possible que d'autres factions aient tenté de le trouver puisqu'on retrouve des carcasses de chasseurs taille Hélène de l'Empire et d'intercepteurs A-Wing Erzindin des rebelles, à moins que ce soit les pirates qui les aient ramenés ici. Plus tard, Kay retrouve Hondo qui s'est trouvé une arme, un pistolet blaster DL-18, un modèle inventé pour le retour de Jedi, mais aussi manipulé par Kanan Jarrus dans la série de mes Rebels, ou encore ND5 ici dans Outlaws. En cherchant à en apprendre plus sur Hondo Ohnaka, il dit à Kay qu'il est presque devenu roi des criminels, et il fait ici référence à son organisation de l'époque de la guerre des clones, le gang Ohnaka, basé sur la planète Florum. Almost became king of the underworld, etc. L'organisation a connu de nombreux déboires durant la guerre entre l'attaque du général Grievous et même les seigneurs Sith renégats Maul et Savage Opress qui ont retourné une partie du gang contre Hondo lui-même. Et c'est dans Rebels qu'on apprend que quelque temps après la formation de l'Empire, le gang Ohnaka a été dissous. Cependant, il a été reformé par une pirate du nom de Scrag après la bataille de Hoth dans les comics Bounty Hunters. Et ce qui est assez étrange et peut-être dommage, c'est que ces comics se déroulent en même temps que l'histoire du jeu vidéo, mais aucune mention à la nouvelle organisation de Scrag n'est faite dans Upper's Fortune. Dans le repère des casseurs de Rokana, Kayves trouve de nombreuses notes d'historiens et d'explorateurs de la galaxie à propos des Kepi, et c'est en grande partie via ces notes que l'on peut retracer leur histoire. Élément intéressant à relever, chaque note est signée de l'auteur, mais surtout avec la date à laquelle elle a été écrite, et la datation est basée sur le CRC, le Coruscant Reckoning Calendar, le calendrier commun galactique. Ce calendrier est probablement basé sur sa date 0 dans le lore, mais pour nous, la référence est surtout Un Nouvel Espoir, le premier film Star Wars sorti en 1977 et qui a lieu en 7977 selon le CRC. Ainsi, en 7932, soit 45 ans avant la bataille de Yavin, Sunat Charu a relevé dans Les Secrets des Kepi une théorie du docteur Lobori, comme quoi le tombeau Kepi aurait été construit avec un sceptre d'architecte capable d'accélérer des constructions grâce à des mesures multidimensionnelles. Mais certaines sources affirment qu'il s'est retrouvé plus tard sur le marché des reliques de Mangaza, une planète créée pour le jeu vidéo légende Episode 1 Racer. Une autre note du journal Le Tombeau Perdu de Rissagraph parle de l'emplacement du tombeau Kepi qui se trouverait en effet dans la nébuleuse de Saima. Cette note a été écrite en 7945, soit 32 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire la même année que le blocus de Naboo et donc le film La Menace Fantôme. Rissagraph est la femme du cartographe Auric Graff et explorent ensemble l'espace sauvage avec leurs enfants Lina et Milo. Leurs aventures sont racontées dans la série de romans jeunesse Aventures dans un monde rebelle. Et Rissa fait surtout partie de la famille Graff, une grande famille de prospecteurs galactiques qui, à l'époque de la Haute République, ont participé à la création de nouvelles routes hyperspatiales. Cette note-là en particulier est aussi super intrigante. Il ne s'agit pas de nouvelles informations d'un explorateur à propos des Kepi, mais simplement un planning des Rokana qui cite les jours de la semaine. En effet, dans le calendrier galactique standard, il y a 5 jours dans la semaine: Prime Day, Syntax Day, Tongues Day, Zel Day et Bendu Day. Je ne me rappelle pas que l'on avait encore eu une VF de ces noms, mais ils ont été traduits d'une manière très logique, puisque les noms originaux ont des inspirations que je vais détailler après, accompagnés du mot day, comme les jours en anglais, et en français on retrouve la même chose avec le suffixe di qui a été utilisé sur ces noms en VF, donc Prime Di je suppose, c'est le seul qui n'est pas présent ici, Syntax Di, Tongues Di, Zel Di et Bendu Di. Prime D fait référence à l'étoile de Coruscant, Coruscant Prime, Syntax D à Syntax 1, la première lune de Coruscant, Tongues D à l'espèce des Tongs, une espèce humanoïde originaire de Coruscant et qui est à l'origine dans l'univers légende de la culture des Mandaloriens, Zel D à l'espèce des Zel, une autre espèce originaire de Coruscant dans l'univers légende et qui a été en guerre avec les Tongs, et Bendu D en rapport avec les moines Bendu de l'ordre Dai Bendu, un groupe religieux précurseur de l'ordre Jedi. Avant de récupérer le Trailblazer, Kayves entend des casseurs de Rokana parler d'une corvette qu'ils auraient attaquée dans le système Aramanx, une canonisation donc d'un système stellaire qui provient de l'Atlas.
Revenons aux notes des explorateurs avec Chronique Kepi écrit par Molo Jobim en 7963, soit 14 ans avant la bataille de Yavin et donc pendant les événements du jeu vidéo Jedi Fallen Order. Jobim nous parle ici d'une prêtresse Kepi appelée Olana qui aurait prédit qu'un astéroïde frapperait son peuple 10 ans plus tard. En explorant le tombeau, on peut entendre un casseur dire qu'il trafiquait des pièces de vaisseaux boostés sur Marley Vane, une planète très peu développée, mais qui provient du roman jeunesse des rebelles dans les rangs, dérivé de Rebels avec son académie impériale. Kaives, ND5 et Hondo Ohnaka parviennent enfin à s'enfuir de la base des casseurs de Rokana à bord du Trailblazer et se rendent en orbite d'Akiva pour récupérer de nouvelles informations. Là-bas, ils rencontrent une forte présence impériale dirigée par l'amiral Gallia Kryder qui vient d'Alderaan, assez ironique sachant que la planète a été détruite par l'Empire Galactique 3 ans plus tôt. Kay est ensuite intercepté par le blocus impérial de Kryder et un choix est imposé aux joueurs, se soumettre aux questions de l'Empire ou fuir. De mon côté, j'ai simplement fui, mais sinon un pilote de taille demande à Kay quel est le nom du destroyer stellaire de Gallia Kryder et nous avons 3 propositions. La bonne réponse est Reviler, mais on peut s'y répondre l'Imperator ou le Devastator. Le Devastator est le destroyer stellaire de Dark Vador qui a participé à la bataille de Scarif et à la poursuite du Tantive 4, mais après que l'Exécuteur soit devenu le nouveau vaisseau capital du Seigneur Noir des Sith, le Devastator a participé à la victoire impériale de Hoth avant d'être détruit lors de la bataille d'Endor sous le commandement de l'amiral Jared Montferrat. Et l'Imperator peut faire référence à l'ancien nom de classe des destroyers impériaux. En effet, les destroyers impériaux classiques sont de classe impériale, mais certaines sources légendes les appelaient parfois Imperator. Dans l'univers canon, plusieurs sources affirment qu'Imperator est une classe à part de destroyers stellaires impériaux, sans avoir beaucoup plus de précision. Grâce au contact d'Hondo, Kaives retourne dans le système Kepi pour rencontrer la ligue commerciale Miyuki. Ce nom n'est pas inconnu puisque les caches de Jet Cordo du jeu de base étaient justement des caches de cette organisation. La station spatiale dans laquelle nos personnages ont atterri s'appelle le Bastion des Convoyeurs et à un moment donné, une voix dans les haut-parleurs annonce qu'un vaisseau est sur le point de partir pour Denogra, une planète mentionnée dans le roman Throne mais qui provient surtout des magazines légendes Star Wars Kids, sortis en 1977. Plus loin, Amon Calamari raconte l'histoire de la lueur de Tasca, un vaisseau fantôme qui serait piloté par des âmes perdues à la recherche d'un spatioport. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce vaisseau serait reconnaissable grâce à ses voiles solaires, un système de déplacement des vaisseaux différent des propulseurs classiques. En fait, on n'en a quasiment pas vu depuis le voilier solaire Punwarka de classe 116 du Gondoku dans l'attaque des clones. Une note décrit la vie de quelqu'un qui regrette l'ancien bastion des convoyeurs depuis qu'il est aux mains de la ligue commerciale Miyuki. Il explique qu'auparavant, la station appartenait à la Guilde minière, une grande entreprise galactique qui date de la novélisation légende de l'Empire contre-attaque. Une autre note parle de la volonté de la Ligue commerciale Miyuki à se développer en parlant de l'entraînement de ses membres par le passé dans la fosse Miyuki face à des Vectors de la République. La note fait ici référence aux Vector Jedi, les chasseurs légers des Jedi à l'époque de la Haute République. Il en existe plusieurs modèles car les Vectors ont été utilisés pendant des siècles, celui-ci est celui de la littérature de la Haute République 200 ans avant la menace fantôme, et celui-là est celui de la série The Acolyte 100 ans plus tard. Dans le bureau des Miyuki, à l'étage, des écrans montrent le prix de l'eurodium dans plusieurs lieux de la galaxie. L'eurodium est un métal doré qui compose par exemple les dés de Han Solo, mais ce sont les lieux qui sont intéressants. Nous avons le système Kepi dans lequel Kaives se trouve, Utapau, la planète sur laquelle Obi-Wan Kenobi a tué le général Grievous dans la revanche des Sith, Geonosis, la planète de la première bataille de la guerre des clones dans l'attaque des clones, et Orondia, une planète rapidement vue dans The Clone Wars. Il est d'ailleurs précisé dans Outlaws qu'on parle du carburant d'Orondia, et c'est justement par rapport à une station de carburant que l'on voit Orondia dans la série animée. Avant d'enfermer Hondo Ohnaka dans une caisse pour la future infiltration, Kay révèle aux pirates qu'elle a déjà travaillé avec Lando Calrissian, c'est en effet la mission du premier DLC. Hondo dit alors qu'il va enregistrer cette technique de cachette dans ses holomémoires appelées Ohnaka a un rêve, et on peut lire ces holomémoires à plusieurs moments dans le DLC. This is a new level of cunning. I'll have to record it in my holo memoirs. The working title is Ohnaka Dreams. It's 160 hours of non-stop pirate action and adventure. Mais le fait qu'il en parle juste après la mention de Lando rappelle le fait que Calrissian avait lui-même des holomémoires appelées les Chroniques Calrissiennes. On en voit une dans le film Solo. En partant pour cette nouvelle mission, Hondo dit à ND5 qu'il a capturé durant la guerre des clones des leaders des deux camps, la République Galactique comme la Confédération des Systèmes Indépendants.
Le pirate fit ici référence à son tout premier épisode dans lequel son gang a capturé le comte Dooku, mais aussi les Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Nos héros débarquent alors sur Tatooine pour récupérer une partie de la clé Kepi qui se trouve dans une ancienne cache d'Hondo. Le Trailblazer atterrit à Wayfar et le pirate Wickey parle de Quint comme d'une ancienne amie. So, is this hideout of yours in Wayfar? No, just visiting an old friend. Hi, Andy. She punched me in the face. Wait, was it Quint? Ah, you are acquainted. Small galaxy. Quint Crusade est une pistolero qui garde la ville de Wayfar et que l'on avait croisée dans le jeu de base. On avait aussi appris qu'elle avait fait partie du gang Onaka, puis du gang de Guarm, un autre Wickey qui a aussi formé son groupe sous l'Empire. Et sur le chemin, une note mentionne justement Guarm. Au-dessus de l'entrée de la cache, désormais abandonnée d'Hondo, on retrouve le logo du gang Onaka d'ailleurs. Dans l'extrait du premier jet des mémoires d'Hondo, le pirate parle d'une caravane de minerais d'Umbarin, une planète inventée pour le beau livre légende Plan secret des vaisseaux et engins de l'épisode 3, et fait partie des mondes du noyau qui ont été bombardés par les séparatistes durant la guerre. Hondo a donc laissé sa cache de Tatooine aux mains d'un de ses partenaires depuis 20 ans, le droïde astromécano R5-P8. R5-P8 est un droïde équipé d'un blaster sur la tête que l'on retrouve avec le gang Onaka dans The Clone Wars, et après la création de l'Empire Galactique, il a fait partie du gang de Guarm. Mais donc 20 ans environ avant Outlaws, Hondo a abandonné ici R5-P8. Cependant, Kayvess finit par envoyer Gedik aux bases le réparer, et il est visiblement resté avec Hondo, puisqu'on le retrouve à l'époque de la guerre entre le Premier Ordre et la Résistance, sur Batuu, avec le pirate. Mais R5-P8 a tout de même déchaîné sa frustration sur Kay en lui envoyant 2 massifs, les créatures de Tatooine servant de chiens aux Tusken, et un gros Varaki, un prédateur de la lune Toshara. Kay ayant maintenant récupéré la moitié de la clé des Kepi, elle s'infiltre de nouveau dans la base des casseurs de Rokana, mais habillée en casseuse. Et comme nous sommes de retour dans cet endroit, de nouvelles notes sont disponibles, comme celle-ci de Lor San Tekka dans Histoire des Kepi, écrite en 7257, soit 20 ans avant la bataille de Yavin, en pleine guerre des clones. C'est grossièrement l'équivalent des saisons 3, 4 et 5 de The Clone Wars. Lor San Tekka est lui un membre de l'église de la Force qui a consacré sa vie à l'étude des cultes de la Force. Il mourra sur Jakku dans l'introduction du réveil de la Force, après avoir donné une partie de la carte menant au premier temple Jedi à Poe Dameron de la Résistance. Mais Lor fait surtout partie de la famille San Tekka, l'autre grande famille de prospecteurs galactiques avec les Graphes. À un moment donné, un casseur de Rokana parle de vouloir partir pour le port Borgo, un astéroïde aussi connu sous le nom de Borgo Prime, et une plateforme pirate dirigée par Brutus dans la série Skeleton Crew. We're okay. I'm heading to Port Borgo. Gonna live like a king until I run out of credits. Mais le port Borgo vient de l'univers Légende où il a fait sa première apparition dans le roman L'Alliance de la Diversité de la série Les Jeunes Chevaliers Jedi. Dans la chambre de Stinger Tash, Kay trouve une autre note des chroniques Kepi de Molo Jopim qui affirme que les Kepi étaient en contact régulier avec la Haute République et l'Ordre Jedi et n'ont donc pas disparu avant 200 ans dans le passé environ. Et la dernière note à propos des Kepi que l'on croise est tirée du Repos éternel de Lento Yegimu, écrit en 7918, soit 59 ans avant la bataille de Yavin. Il est précise que lorsque les Kepi ont appris que leur monde allait être détruit, ils se sont tous regroupés au grand tombeau dans lequel nous nous trouvons, même les Kepi envoyés sur Coruscant. Dans les cuisines des casseurs de Rokana, un Selustéen demande à Kayvess de choisir le repas du soir entre une cassolette de Mainoc et du ragoût de rôdeur. La description du plat dit qu'il y a de l'herbe marcane dans la cassolette, l'herbe que fume Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi. Et d'ailleurs, les Mainoc sont de petites créatures capables de vivre dans le vide spatial et qui s'attaquent aux vaisseaux. On en voit dans l'Empire contre-attaque dans l'Exogorth, et il y en a aussi qui se baladent dans le système Kepi. Enfin, le jeu se termine par 2 fins possibles. Soit Hondo Onaka gagne le débat et Stinger Tash fait effondrer la cave avant que ND5 ne vienne sauver Kayvess et Hondo, ou alors c'est Stinger qui gagne le combat, elle active le tombeau et des droïdes Kepi attaquent tout le monde, mais c'est toujours ND5 à bord du Trailblazer qui vient sauver les personnages dans tous les cas. Je terminerai tout de même par un petit détail que j'ai trouvé très sympathique. Si on s'attarde dans la cantina des casseurs de Rokana, ils se mettent à chanter comme des pirates pour une musique de quand même 4 minutes 30.
Si nos avis vous intéressent, je vous invite à aller voir notre critique que nous avons fait en live sur Twitch et dont la rediffusion est disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.